Bon, salut tout le monde. Du coup, moi aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur la stéréochimie. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez m'arrêter, si je parle trop vite, trop doucement, vraiment, n'hésitez pas. En gros, juste pour intro, vous allez avoir plusieurs matières au premier quad, dont une, c'est l'UE1, où en fait, vous allez avoir, c'est un peu de la biochimie. Ouais, en fait, c'est de la biochimie. Et du coup, la première partie du programme, c'est ce qu'on appelle biochimie, stéréochimie. C'est tout ce qui va être ce que vous avez pu entendre avec les réactions à apprendre par cœur et tout ce qui est un peu de la chimie orga. En gros, c'est ça. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est pas les... En fait, dans le programme, il y a des réactions à apprendre par cœur. Donc, en cours, le prof il va expliquer des réactions, tout ça. Et ensuite, il y aura au concours des petits exercices, comme on va voir là, que vous devez savoir résoudre. Du coup, moi, mon but, c'est que vous sachiez répondre au QCM. Après, si vous comprenez tout ça, les mécanismes, c'est top, c'est le mieux. Mais moi, personnellement, je suis pas j'arrive pas à voir tout ce qui est dans l'espace et tout. Du coup, là, je vais plus vous donner des petites astuces pour pouvoir répondre au QCM plutôt que de vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Bien sûr, je vais essayer de faire les liens avec ce que vous avez appris en terminale. Mais voilà, c'est plus des astuces pour répondre au QCM. Alors, du coup, dans la stéréochimie, on va voir qu'il y a différentes représentations des molécules. Donc, attendez. Voilà. Ce qu'il y a dans le cours, c'est la représentation de CRAM. Je pense que vous l'avez vu, non? CRAM, vous l'avez vu en terminale ou pas du tout? Non, pas encore. Non, du tout. Ok, alors du coup, je vais vous expliquer. Il y a la représentation de CRAM, de Newman et de Fischer. Qu'est-ce que c'est ces représentations? En gros, on a la même molécule. Donc, une molécule, c'est dans l'espace. Mais nous, sur notre feuille, on peut la représenter de plusieurs façons. Donc là, vous voyez comment trois façons de la représenter. Trois façons de représenter une molécule. Donc, à partir de ces représentations, en fait, on va avoir plein de petits exercices. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... alors, attendez, je vais vous montrer. Ok. C'est que la plupart du temps, on va travailler sur CRAM. Qu'est-ce que c'est CRAM? C'est qu'on a une molécule avec obligatoirement un carbone asymétrique. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un carbone asymétrique ou pas? Non, désolé. Vous n'avez pas vu ça encore? Non. Non, pas encore. Ok, bon, bah, du coup, il n'y aura pas trop de lien avec la terminale, mais c'est un peu... Peut-être que c'est plus au programme aussi. Hein? Peut-être que c'est plus au programme aussi. Donc, je sais pas. Bon, du coup, je vais vous expliquer un peu ce que je connais. En gros, vous avez quand même vu la chimie avec des molécules ou pas? Oui. L'alcène, les alcanes et tout. Ouais, ça on a fait les esters et tout. Ok. Donc, en gros, en chimie, il y a plusieurs familles de molécules. Et donc, en médecine, vous allez revoir ces familles de molécules à travers des réactions. Et en plus de ça, il y a la stéréochimie. Du coup, ce que c'est un carbone asymétrique, c'est que vous avez une molécule et un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 groupements différents. Par exemple, dans la première molécule, le carbone de droite, c'est un carbone asymétrique. Pourquoi? Parce qu'il est lié avec un CH3, un H, un OH et un groupement C, CH3, OH, etc. Si, par exemple, dans le carbone de droite, on avait remplacé le CH3 par un H, un autre hydrogène, ce carbone-là, c'est plus un carbone asymétrique. Parce que du coup, il est lié à 2 groupements hydrogènes. Donc, 2 mêmes groupements. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris ce que c'est un carbone asymétrique? Désolé, pas du tout. Alors, en gros, un carbone, vous êtes d'accord qu'un carbone, ça peut faire 4 liaisons. Ouais, c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Un carbone, ça fait 4 liaisons. Du coup, un carbone asymétrique, c'est que ce carbone-là, ces 4 choses auxquelles il est lié, ces 4 choses sont des choses différentes. Ok. Du coup, là, dans le carbone de droite, Okay. est-ce que vous voyez ma flèche sur l'écran? Ouais, on la voit, on la voit. Okay.
vous voyez, donc en fait, le carbone dont je parle, il n'est pas représenté, il est là, là. C'est un peu le centre. Ce carbone-là, c'est un carbone, ok, il est lié à 4 groupements, à celui-là, 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 et tout ça. Et Ok. pourquoi c'est un carbone asymétrique? Parce que ces 4 groupements, c'est des groupements différents. Vous voyez bien que là, vous avez un CH3, un hydrogène, un groupement alcool et tout le reste. Donc Ok. ça, c'est un carbone asymétrique. Par contre, si par exemple, j'avais remplacé ce groupement-là, là, le groupement CH3, par juste un hydrogène, c'est que un H. Du coup, ce carbone-là, c'est plus un carbone asymétrique parce qu'on aurait eu 2 groupements hydrogènes. Et la partie de gauche? Et la partie de gauche, en fait, c'est tout ça qui est différent. Enfin, en fait, ce carbone-là, il est lié avec un autre carbone, en fait. Ah, Et ok. ce carbone-là, il est lié à un OH, à un groupement CH3 et un hête. Ok, ça va. Est-ce que Et c'est bon? juste, Ouais. et juste à la place du H, j'aurais mis CH au H normal. Ça aurait changé quelque chose? CH, c'est pas possible parce que le C, il peut pas être lié qu'à un H. Ah, ok, oui, c'est vrai. Ok, ok. En fait, Ouais. au début, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir que vous allez hyper rapidement voir si un carbone est asymétrique ou pas. Il suffit juste de voir si les groupements sont différents. Mais par exemple, si le H, là, je l'avais remplacé par un C qui est lié à un CH3, un OH et un hête, bah, du coup, notre carbone-là n'aurait plus été un carbone asymétrique. Parce que le groupement là, à la place du H, je l'ai remplacé par tout ça. Et du coup, c'est plus pareil. C'est plus, on a 2 groupements les mêmes. Est-ce que c'est bon? Oui. Top. Pareil, donc là, en crâne, vous pouvez voir les carbones. Vous avez tout le temps un carbone asymétrique qui n'est pas représenté. Et à côté, vous avez ces liaisons, en fait, avec quoi est lié ce carbone asymétrique. Et donc, en fait, dans toutes ces représentations, que ce soit Cram, Newman ou Fischer, on parle d'un carbone asymétrique, automatiquement. Et pour travailler pour la suite, la première règle à vérifier, c'est que notre carbone qui est représenté, c'est bien un carbone asymétrique. Ok, ça Ici, va. dans Newman, pareil. En fait, comment ça marche Newman? Vous voyez que vous avez à peu près 2 Y. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle les Y. Je travaillais comme ça. Donc, notre premier Y, il est, je vous le montre, regardez, là, là, la deuxième barre, et en bas. Le Y, le premier Y est formé du groupement CH3, du H et du OH en bas. Est-ce que tout le monde voit ce Y? Mais Ouais. c'est quoi en fait? Oui. Là, en fait, juste, c'est une. En fait, ces représentations, c'est une façon de voir la molécule dans l'espace. Ok. Personnellement, je ne le vois pas. Je suis très honnête avec vous. Mais en fait, comment il y a des profs qui l'expliquent en fait en prenant genre des stylos, ils vont vous montrer voilà comme ça et Dans tout. l'espace, là, c'est ça? C'est dans l'espace. Ils vont vous dire si on regarde comme ça va être crame, et si on le regarde à l'envers, ça va être Newman. Enfin, c'est toute une façon de le voir. C'est pas les trucs genre pyramidal et tout? Non, c'est pas trop en rapport avec ça. C'est vraiment comment on voit la molécule dans l'espace. Et il y en a que trois, c'est soit Cram, soit Newman, soit Fischer. Ouais, en français, c'est que Crame, Newman ou Fischer. Mais du coup, on a juste à les apprendre par cœur et c'est fini. Une fois si on a Cram, on a Cram. On a Newman, on a Newman. On a Fischer, on a Fischer. Voilà, Non. après en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer, vous allez avoir une molécule écrite comme vous la voyez normalement. Et après, il faut que vous sachiez la faire en Crame, ou alors passer de Crame à Newman, ou alors de Newman à Fischer, de Fischer à Crame, tout ça. Ah, Et mais ça, ça veut dire que le nombre de H dans Cram, il peut varier. Ça va rester pas tout le temps le même. non, là, par exemple, dans ce que je vous ai montré, c'est une molécule X. Ah, ok, ok, j'ai compris. C'est pas. J'ai Enfin, compris. toutes les molécules peuvent être représentées en crame. Et parfois, on va vous demander, avec la même molécule qu'on vous aura représentée en crame, on va vous dire,
je veux la même, garder la même, mais vous me la représentez en Newman. Ok. On va Et voir- juste pour Ouais, vas-y, dis-moi. le rond au milieu, ça veut dire cyclo ou aucun rapport? Non. Alors, attends, du coup, je vais vous expliquer Newman, comment ça marche. Du coup, vous avez en gros deux Y. Donc, le premier que je vous ai montré, et le deuxième, c'est un Y à l'envers. Mais en fait, c'est pareil. En fait, là, vous avez trois représentations différentes, mais c'est les mêmes molécules qui sont représentées. Et donc, du coup, pareil, là, notre carbone, donc là, on a un carbone. Ce carbone-là, pareil, c'est un carbone asymétrique parce que vous avez 4 groupements différents. Là, le het, le CH3, le OH, et le quatrième groupement, c'est tout le reste, tout le rond là qui est représenté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Mais du coup, il y a le groupement CH3 qui revient, non? Non, parce qu'en fait, là, tu as un CH3 tout seul, donc ce carbone qui est lié à un CH3. Et le deuxième CH3 que tu vois, en fait, c'est le C qui est lié à un carbone. Et ce carbone-là, il est lié à notre carbone du milieu. D'accord, merci. Est-ce que tu vois ce que... Dis-moi si tu vois pas. Peut-être Ouais, là, j'ai compris. mieux, en Parce fait. qu'il y avait deux Sur le étages, côté. en fait. Ouais, En, en gros- fait, en- ton C Ouais. en gros, la barre, c'est bon. qui est lié à un CH3, et ce C-là qui est lié à un CH3, il est lié à ton carbone asymétrique dont on parle. Ok, il y a une liaison qui fait la passe, entre Voilà, guillemets. exactement. Ok. Juste, pardon, ça veut dire que la barre au milieu est dans le crâne, c'est le rond dans le Newman? C'est ça, en fait. Ok, En gros, c'est ça, ouais. Exactement. parfait. Là, par exemple, je peux vous lire dans le cours comment on vous explique la représentation de Cram. Je vais vous lire la définition et vous me dites si vous avez des questions dessus. La représentation de Cram permet de visualiser la position des différents substituants. Donc, nos substituants, c'est bien ce qui est lié avec notre carbone. Donc, par exemple, CH3, HOH. Autour d'un atome, donc notre atome dont on parle, c'est le carbone asymétrique, hybridé sp3. Bon, on ne va pas revenir sur cette fin de définition parce que, en gros, chaque liaison de carbone, bon, laissez tomber. En gros, les liaisons des carbones, ils peuvent avoir des noms, genre sp3, sp2, tout ça. Mais pour l'instant, vous l'oubliez. Juste là, on se concentre sur voilà, la représentation de Cram. Ça nous permet de voir les différents substituants d'un atome, en l'occurrence ici, le carbone. Est-ce que c'est bon? La liaison partant de l'atome de carbone sont de 3 formes différentes. Donc, en fait, pourquoi là, vous avez dû vous demander pourquoi on a un espèce de triangle, des petits pointillés et un trait normal. Donc, en fait, comme ce que je vous ai dit, c'est que tout ça, on est dans l'espace. Donc, du coup, en fait, vous êtes d'accord que dans l'espace, il y a ce qui est devant, arrière et dans le plan. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? En général, dans l'espace, il y a ce qui est en avant, ce qui est en arrière et le plan. Ça, je crois que vous voyez en maths, en gros, la visualisation dans l'espace. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que là, notre triangle, ça représente l'avant de la molécule. Ça, je pense que c'est bien à le noter, que le triangle, c'est l'avant de la molécule. Que l'arrière, c'est les pointillés. Et que le trait fin, c'est ce qui est dans le plan. Donc, en fait, si vous avez votre molécule, le OH, il est dans le plan, l'hydrogène, il est en avant, et le CH3, il est en arrière. Et dans le plan, on a deux groupements. On a tout ça et ça, et le OH. Tout ce qui est représenté, en gros, par un trait normal, c'est dans le plan. Si on regarde l'autre carbone asymétrique, donc celui de gauche, pareil, ce qui est dans le plan, c'est le OH et c'est tout ça. Parce que vous voyez bien que là, hop, c'est lié par un trait normal. Le groupement CH3, il va être en avant parce que c'est représenté là par ce petit triangle. Et les pointillés, c'est ce qui est en arrière. Est-ce que c'est bon pour tout le monde?
Donc, du coup, il y a tout qui est dans le plan, comme il y a tout qui est relié par un trait. Bah, en fait, c'est pas qu'il y a tout qui est dans le plan, c'est qu'il y a des éléments, c'est toujours pareil, en fait, c'est la façon dont tu le vois. Tu as ta molécule dans l'espace, et là, par exemple, en gros, une molécule dans l'espace, elle bouge tout le temps. Elle est tout le temps en mouvement. Et là, quand on vous a représenté enfin, ça, là, imaginez qu'en fait, c'est une molécule, c'est une vidéo qui bouge tout le temps. Et là, la représentation, c'est une photo à un instant T de comment elle est la molécule. Donc, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Et hop, on l'a arrêtée à ce moment-là. Et à ce moment-là, comment ils sont les éléments? Bah, à ce moment de pause, on a remarqué que le H, il était à l'avant. Le CH3, il était en arrière. Et que le OH, il est dans le plan. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Mais en gros, là, ce que je vous explique, c'est hyper théorique. Genre, c'est un peu pour que vous compreniez ce que ça veut dire, ces différentes représentations. Mais dans le cours et plus concrètement au concours, on ne va pas vous poser des questions de ce que c'est une molécule en représentation CRAM. Vous allez avoir un exercice et la molécule, elle va être représentée en CRAM. Mais là, c'est pour que vous compreniez. En fait, très honnêtement, je pensais que vous saviez ce que c'était CRAM, les carbones asymétriques et tout. Donc, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, au pire, vous prenez de l'avance sur le programme de terminale. Juste désolé. Ouais. Du coup, dans CRAM, le trait du milieu, c'est quoi? Il est où? Il est dans la molécule, il est où? Je n'ai pas compris. Arrière, devant? Le trait du milieu, ça, Ouais. là, en fait, c'est pareil, c'est dans le plan. Mais en fait, la plupart du temps, je vais vous montrer, une molécule, surtout au concours. Comment ça marche? Hop. Molécule en CRAM, vous allez toujours l'avoir avec un seul carbone asymétrique. Avec un carbone. Voilà. Est-ce que vous la voyez là, la photo? Oui. Ouais. Ça, on l'a fait en première, je crois. Ah voilà, bah ça, vous l'avez vu, non? Nous, on n'a pas vu ce nom. Ça, oui, je crois. On a vu, mais pas avec ces noms. Ouais, pour ça. Non, on a juste vu le truc dans l'espace, le bac RAM et tout. On a vu dans l'espace, mais pas développé. En fait, au concours, là, j'ai pris une photo d'Internet sur le diaporama, là, sur ça, c'est une photo d'Internet. Mais la plupart du temps, là, par exemple, en fait, vous avez une molécule, je ne sais pas si vous l'avez compris, avec 2 carbones asymétriques. Mais la plupart du temps, on va vous prendre une molécule avec qu'un seul carbone. Là, en l'occurrence, il n'est pas asymétrique parce qu'il est lié à 3 chlorures. Mais la plupart du temps, vous allez le voir toujours comme ça, avec un seul carbone. Là, c'est pas sur En fait- Internet. Est-ce que c'est une question de point de vue, en fait, entre de Cram et Newton? Et totalement. Ok. Voilà. Très bien. Cette photo est très bien. Là, vous avez bien un carbone asymétrique. Vous l'avez jamais vu là, ce petit astérix? Non, jamais. Non. Non, jamais. En fait, ce petit astérix, on le marque à côté d'un carbone qui est asymétrique. Donc là, du coup, est-ce que tout le monde est d'accord qu'on a bien un carbone asymétrique? Oui. Parce qu'il est lié à 4 groupements différents. Et donc, du coup, je reprends. Les traits pleins, là, ça veut dire qu'on est dans le plan. Et là, en fait, vous voyez juste 2 traits facilement, enfin, on les voit bien. Et là, en fait, c'était ça et ça. Là, c'est plus facile à voir. Donc là, on est en avant et là, on est en arrière. Est-ce que c'est bon pour Cram? Oui. Ouais. Ok. Ensuite, on a Newman. Donc, je vous ai expliqué un peu avec les Y. Je vous lis la définition. La représentation de Newman permet de visualiser sur un même plan les différents groupements de 2 carbones. Donc là, on parle de 2 carbones dans Newman, liés par une liaison simple. Okay. L'observateur se place dans l'axe de cette liaison et représente les substituants liés aux atomes de carbone. Ainsi, on trouvera au premier plan les groupements du carbone
le plus proche de l'œil et au second plan les groupements de carbone engagés dans la liaison d'intérêt. Donc en gros, là, c'est beaucoup de blabla, je ne sais pas si vous avez compris, mais encore une fois, je ne sais pas qui est-ce qu'il a dit tout à l'heure, mais c'est juste une question de vision. C'est pour ça qu'on vous dit le carbone le plus proche de l'œil. C'est vraiment une question de vision. Ok. Ensuite, dans Fischer, on représente les liaisons avec des traits verticaux et horizontaux. Dans Fischer, nos carbones asymétriques, ils sont là. Hop et hop. Ils seront toujours placés comme ça, là, à la verticale. Donc là, on a notre carbone asymétrique qui est lié à un CH3, à un OH et à un Het. Et là, pareil, notre carbone asymétrique qui est lié à un OH, à un CH3 et à un hydrogène, et à tout ça. Est-ce que tout le monde voit les liaisons? Là, pour Fischer. Oui. Là, oui. Ok. Après, il y a des règles pour comment ça marche en Fischer, mais on les verra après. Et, attends, dans Newman et Fischer, ça veut dire qu'il y aura toujours 2 carbones asymétriques qui sont représentés, Au minimum 2 carbone. mais dans Cram, non. Bah, donc, en fait, dans tout même, tu peux en avoir qu'un seul. Parce que là, je pourrais remplacer là, tout ça par... Enfin, je pourrais enlever ce carbone-là, tu vois. Je pourrais juste faire une croix et avoir notre carbone asymétrique qui est lié à 4 groupements. Ok. Mais la plupart du temps, surtout dans Fischer et dans Newman, on va en avoir au moins 2. Ok. Ok, donc là, voilà, c'était un petit topo sur les représentations un peu que vous verrez en stéréochimie. Ok, donc là, du coup, c'est pas des rappels parce que vous n'avez pas vu ce que c'est, du coup, des stéréoisomères, conformations, configurations, molécules chirales et tout. Ça, vous n'avez pas vu. Non. Okay. Non. Bah, du coup, c'est un peu une avance sur le programme de terminale. Enfin, en tout cas, moi, en terminale, on l'avait vu. On l'avait vu, donc je pense que vous allez le voir. Ou au pire, si vous n'allez pas le voir, bon, c'est pas grave, hein, c'est sûr que vous le verrez l'année prochaine. Alors, du coup, ce que c'est des molécules qu'on appelle stéréoisomères. Ah, du coup, isomère, vous ne l'avez pas vu. Si, isomère, oui. Oui. Oui, isomère, on l'a vu. Ok, donc une molécule isomère, vous savez ce que c'est. Oui. Les molécules sont isomères si elles sont constituées du même atome en nombre identique. En gros, c'est des molécules qui ont la même formule brute. Ouais, voilà. Mais une formule de Lewis différente, c'est pas un truc comme Voilà, ça. exactement, c'est ça. Du coup, là, stéréoisomère, notre base, c'est qu'on a des isomères, du coup, 2 molécules qui ont la même formule brute, donc qui représentent la même formule plane, donc pareil, brute et semi-développée. Mais ce qui les différencie, c'est la disposition des atomes dans l'espace. Donc, ce qui se passe, par exemple, c'est là. Hop, je vais vous montrer. On va prendre... Je cherche avec un seul carbone. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que, vous vous rappelez, je vous ai expliqué que les traits pleins, c'est à l'avant, les pointillés, c'est derrière. Enfin, de ce que je vous ai expliqué, vous. Ouais. Voilà. En gros, c'est comme si on échangeait de place. Voilà, Enfin, exactement. sur un même carbone, on échangeait de place d'avant et l'arrière. C'est ça. En gros, c'est comme si... Attendez, on va revenir sur cette photo-là. Voilà. C'est comme si... Je suis désolée, je suis mais quoi nul en ordi. Voilà. C'est comme si, là, le H, vous le mettiez là, et le BR, vous le mettiez là.
c'est ça, deux molécules qui sont stéréoisomères, c'est qu'en fait, ils ont les mêmes groupements, sauf que dans l'espace, ils sont représentés différemment. Est-ce que c'est bon pour la définition? Mais du coup, elle est toujours crame ou je sais pas quoi, si on change l'ordre ou non? Bah oui, en fait, on part du principe que, comme je t'ai dit, tu as ta molécule. Dans l'espace, une même molécule, elle peut être représentée différemment. Mais du coup, quand tu vas la représenter sur ton papier, tu vas utiliser CRAM. Et en fait, en fonction de la pose, en gros, que tu auras faite de ta molécule et de la façon dont tu la verras dans l'espace, tu vas placer tes éléments sur CRAM. En fait, là, par exemple, la photo qu'on a prise de la molécule dans l'espace, comme je vous ai expliqué, le BR et le CL, ils sont dans le plan. Mais par exemple, si on prend du coup, je vous dis n'importe quoi, enfin là pour parler de ça, une molécule stéréoisomère de celle-là, bah, si on la représente en CRAM, bah, les groupements, ils vont pas être placés de la même façon. Ok. C'est juste que dans l'espace, les atomes, ils ne sont pas disposés de la même façon. Mais du coup, comme c'est dans l'espace, si je tourne la photo, genre je tourne la molécule, je prends la photo, comme si le H il est à le bas du ciel, du coup, ça va tout changer, non? Ouais, mais alors du coup, tu vas voir justement en fait la suite de tout ça, où est-ce que je vais vous amener, c'est que vous allez me dire, ouais, mais du coup, le H si tu le mets là, le BR si tu le mets là, le CL si tu le mets là, tu as juste tourné la molécule d'espace en fait. Enfin, tu as juste tourné la molécule. Mais ce qu'on va voir, c'est que justement, il y aura des méthodes pour vérifier si deux molécules sont vraiment stéréoisomères, c'est-à-dire que dans l'espace, elles sont vraiment représentées différemment, ou alors, juste sur notre papier, on a l'impression qu'elles sont différentes parce qu'elles ne sont pas à la même place, mais qu'en vrai, dans l'espace, c'est les mêmes. C'est juste qu'on les aura tournées. Ok. Vous allez voir après, quand on va avancer, vous allez, je pense, mieux comprendre. Mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que deux molécules sont stéréoisomères si elles portent les mêmes groupements et que c'est juste la disposition des atomes dans l'espace qui change. Ça, c'est la définition à retenir de molécules stéréoisomères. J'ai une petite question. Oui, dis-moi. Admettons qu'on prenne la molécule qu'il y avait juste avant avec Celle-là? celle-là. Ok. Admettons, ça c'est on va dire une photo de la molécule à un instant T. Ouais. Si on avait pris à un autre instant et que la molécule du coup avait pivoté, est-ce que ces deux photos, c'est des molécules stéréoisomères? Et bien justement, ça va dépendre de comment, à l'autre instant, tu vas placer tes éléments. Oui, mais s'ils sont placés différemment. Je vais te montrer, regarde, attends, je vais t'avancer. Pas d'exemple. Tu vas voir après que justement, pour voir si deux molécules sont stéréoisomères, il va y avoir des méthodes. Donc après, on va appliquer ces méthodes et tu vas voir si les molécules elles vont être stéréoisomères ou pas. Ou alors si on va juste parler de molécules qui sont les mêmes. Ok, super. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Non, très bien, très bien. C'est bon? Ok. Juste, tu peux répéter ta définition de stéréoisomère? Ouais, Désolé. alors, je vais vous lire exactement si vous voulez l'écrire. Isomère qui présente la même formule plane. Entre parenthèses, en gros, ça veut dire brut et semi-développé, donc avec le même enchaînement d'atomes. C'est-à-dire qu'on a bien un C qui est lié à un CH3, qui est lié à un H. C'est pas genre un C qui est lié à un CH3 et le CH3 il est lié à... Et c'est pas pardon, qu'on a un C qui est lié à un CH2 et le CH2 il est lié à autre chose. C'est ça que ça veut dire l'enchaînement d'atomes. Donc je reprends, stéréoisomère, isomère qui présente la même formule plane, entre parenthèses, brut et semi-développé, donc avec le même enchaînement d'atomes, fermez la parenthèse. Il se différencie par la disposition des atomes dans l'espace. C'est ça ce que c'est des stéréoisomères. Et isomère, c'est juste même formule brute et formule de Lewis différente. Deux molécules sont isomères si elles sont constituées des mêmes atomes en nombre identique, molécules de même formule brute. Là, juste
En gros, stéréoisomère, c'est stéréo, ça veut dire l'espace. Enfin, je pense. Hein. Donc, du coup, là, quand on parle de stéréoisomère, on passe à l'échelle de l'espace. C'est plus juste notre formule brute écrite comme ça, CH3. C'est plus notre formule brute, genre C2, H5, je sais pas quoi, là, tout ça. On passe à un autre niveau, on est dans l'espace. Ok, alors ensuite, il y a deux notions à différencier. C'est configuration et conformation. Alors, une configuration, c'est ce qui définit la molécule. Configuration, c'est ce qui définit la molécule. Toute modification de la configuration, elle va se faire si on casse une liaison. Donc, si on a une autre configuration, c'est qu'on n'a plus le même composé. Donc, par exemple, pour vous, justement, c'est pour ça que je vous dis qu'on parle dans l'espace, deux isomères, a priori, c'est les mêmes molécules, parce que quand on les écrit sur notre papier, par exemple, C2H5... Attendez, je vais écrire la molécule pour pas que je vous dise de bêtises. Par exemple, C2... voilà, notre molécule C2H5O2, si je vous l'écris, si juste elle est écrite comme ça sur votre feuille, C2H5O2, je vous l'écris comme ça. Et à côté, je vous réécris C2H5O2. Pour vous, c'est des stéréoisomères parce que, c'est des isomères parce qu'elles ont la même formule brute. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer dans l'espace. Et dans l'espace, on va parler de configuration. On va avoir deux types de configurations possibles. Les deux types de configuration, c'est soit R, soit S. On va voir après ce que ça veut dire R ou S. Mais rappelez-vous que configuration, ça veut dire qu'on a cassé une liaison. Et les molécules, elles vont être soit de configuration R, soit de configuration S. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Soit de configuration R, soit de configuration S. C'est quoi la différence entre R et S? Alors, du coup, on va le voir après. Mais juste pour vous dire, vous, a priori, quand je vais vous montrer une molécule R et S, vous allez avoir l'impression que c'est les mêmes. Mais justement, ce n'est pas les mêmes parce qu'on parle de configuration. Donc, si on parle de configuration, ça veut dire qu'on a cassé une liaison. Et donc, s'il y a cassage de liaison, c'est qu'au final, ces deux molécules, ça ne va pas être les mêmes. D'accord, mais d'où on sait s'il y a une liaison? Genre, ça va se voir? Et du coup, après, en fait, vous allez avoir des molécules en crame, deux molécules. Juste les groupements, ça va être les mêmes. Donc, vous allez avoir dans les deux molécules, vous allez avoir, par exemple, sur les deux molécules, vous allez avoir un OH, vous allez avoir un BR, vous allez avoir un Cl. Juste ce qui va changer pour vous quand vous allez voir les molécules, c'est qu'elles ne vont pas être placées dans le même sens ou de la même façon en configuration crame. D'ailleurs, ce n'est pas configuration, c'est en représentation crame. Sur les représentations grammes, elles ne vont pas être placées de la même façon. Et donc, du coup, on va voir si ces molécules, la relation qu'elles ont, c'est qu'elles sont stéréoisomères, mais on va voir si elles sont R ou S. Et par exemple, si deux molécules, vous trouvez que les deux, elles sont S, en fait, c'est les mêmes molécules. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais après, vous allez plus comprendre. Parce que tout l'exercice là, ça va être de déterminer si une molécule, elle va être R ou S. C'est ça. Mais du coup, pour savoir si elle a été configurée ou pas, il faut connaître la molécule de base, non? Oui, la molécule de base. De toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous montrer une molécule. On va vous montrer une molécule en crâne comme ça. Et la question, ça va être, la molécule, elle s'appelle molécule 1. La molécule 1 est de configuration R. Et après, il va y avoir une méthode justement pour déterminer si elle est R ou pas. Ça va être un des exercices les plus gros de la stéréochimie, ça va être ça.
C'est dur ou pas? Non, franchement, une fois que vous avez la méthode, mais là, du coup, je suis en train de voir l'heure, ça va faire 1 heure. Et, et en fait, comme je pensais que tout ça, vous le saviez, je pensais direct que j'allais vous expliquer ce que c'est R ou S. Mais c'est pas grave, du coup, on fera la prochaine fois ce que c'est R et S. Et Mais ça dure combien de temps? Ça dure 2 heures le cours là? bah, là, à la base, on était censé faire ça RS en 1 heure. Mais c'est pas grave, Ah, on va garder juste en gros l'introduction et la semaine prochaine, on va voir ce que c'est R et S. ça va. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, vous verrez. Mais ça, là, c'est un cours de 2 heures à peu près à la fac. Enfin, R, S, tout ce qui est stéréochimie, c'est 2 à 4 heures à la fac, je crois. Ça va. C'est vrai que là, genre, je prends le temps de vous expliquer, mais à la fac, genre, le prof, il est là, il dit, voilà, il y a 3 représentations possibles, Fischer, Kram-Newman, voilà, la définition de stéréoisomère, la définition de configuration, conformation. Là, vous avez le temps, vous êtes en terminale, de comprendre. Comme ça, au moins, l'année prochaine, ça va beaucoup plus vite. Parce que de toute façon, une fois que vous avez compris la méthode pour trouver R et S, c'est juste ça le truc. Donc, juste pour finir, la configuration, voilà, c'est qu'il y a un cassage de liaison. Et configuration, quand on parle de configuration, c'est soit R, soit S. Par contre, quand on parle de conformation, on parle de 2 molécules qui sont conformères s'il y a juste une simple rotation autour d'une liaison carbone-carbone. Donc là, du coup, on n'a pas de cassage de liaison. On a juste une rotation. On passe d'une conformation à l'autre par simple rotation autour d'une liaison simple. Par exemple, je reviens sur Newman. Je vais vous montrer. Je fais du tout ça. Attendez. Seconde. Voilà ce que je vous ai montré. Ok. Là, je trouve pas. Là, je vous ai montré le rond avec le Y. Bon, en gros, ce que je voulais... Ah, voilà. Dans la représentation de Newman, vous vous rappelez ce que je vous ai montré là, c'est ça, Newman avec le Y. Justement là, avec Newman, on peut voir 2 conformations. Donc, c'est-à-dire une simple rotation autour de la liaison. Parce qu'en fait, en Newman, soit vous avez une forme qui s'appelle éclipsée, soit vous avez une forme qui s'appelle décalée. Bon, en gros, c'est pas hyper important. Enfin, pour ce que je vous explique là, c'est pas hyper important. Mais c'est juste pour vous montrer que voilà, en Newman, là, vous avez les mêmes molécules, par exemple. Et c'est juste qu'on a eu une petite rotation autour, mais que la molécule, c'est la même. Dans l'espace, on a exactement les mêmes molécules. À la différence, justement, d'une configuration où la molécule, il y a eu vraiment un cassage. Donc, on ne parle plus de la même. Ça, c'était juste pour vous expliquer la différence entre configuration et conformation. Donc, configuration... J'ai pas entendu. Est-ce que tu as une photo de configuration? Configuration, en fait, c'est difficile de montrer une photo parce que vous allez avoir 2 molécules et vous allez voir qu'elles sont de configurations différentes. Mais en gros, c'est un peu théorique. Configuration, il faut que vous reteniez que c'est des molécules, enfin une molécule. En fait, ce qui va définir une molécule, c'est sa configuration. La configuration, c'est un peu la caractéristique de la molécule. Quand on va dire qu'une molécule, elle est R ou S, en gros, c'est sa définition, c'est son nom, genre elle est R ou S. Et en gros, c'est difficile de montrer une photo parce qu'il n'y a pas vraiment de photo, c'est juste une molécule, elle va être R ou alors elle va être S. C'est juste ça. Après, je pourrais te montrer des molécules de configuration différentes, mais ça n'aura pas grand intérêt parce que
pour l'instant, vous ne savez pas comment on détermine si elle est R ou S. Ah ouais. Voilà, configuration, c'est ça. C'est quand il y a eu un cassage de liaison, du coup, la molécule, c'est plus la même. Alors que conformation, c'est juste une simple rotation de la liaison. Mais il n'y a pas de cassage. OK. Alors, ensuite, juste 2 secondes, je dis à Chloé. OK. Alors, ensuite, molécule chirale, du coup, vous en avez entendu parler ou pas? Non. Non. OK. Alors, une molécule chirale, c'est une molécule, la définition, je vous la lis, qui n'est pas superposable à son image dans un miroir. Par exemple, les mains, elles sont pas. Si vous regardez dans le miroir, là, vous avez votre main. Ouais, c'est décalé. C'est décalé. Je sais pas comment. Ouais. Vous voyez bien que c'est décalé en fait. Que le plus. Enfin, genre là, c'est pas pareil quand on voit pour les mains. Donc, une molécule chirale, c'est une molécule qui n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Bon, en gros, il faut retenir dans un miroir, il faut retenir la définition, mais après, il y aura pareil des méthodes pour voir si des molécules sont. Si une molécule est chirale ou pas. Donc, dans la définition, on dit qu'une molécule chirale n'a ni de centre, ni d'axe, ni de plan de symétrie. Une molécule chirale, a priori, elle n'est pas symétrique. Attends, Ni centre, ni d'axe, c'est quoi? C'est ni centre, ni axe, ni plan de symétrie. Merci. Donc, toute molécule superposable à son image dans un miroir ou alors possédant un plan ou un axe de symétrie, c'est une molécule qui n'est pas chirale. Du coup, cette molécule-là va s'appeler achirale. A devant le mot chiral, le H, en gros, en français, ça veut dire privé de. Donc, achirale, une molécule qui n'est pas chirale. Alors, à toute molécule chirale, donc ça veut dire qu'on a une molécule qui est chirale. Là, par exemple, devant vous, vous avez une molécule. Désolé. Ça veut dire quoi, achirale? Achirale, ça veut dire qu'il n'est pas chiral. Ok, merci beaucoup. Donc, du coup, une molécule achirale, ben, c'est une molécule qui sera, par exemple, superposable à son image dans un miroir. Ou alors qui aura un plan de symétrie. Toute molécule qui n'est pas chirale est achirale. Elle n'est pas chirale. Donc, on a une hypothèse, c'est que devant vous, vous avez une molécule qui est chirale. Donc, à toute molécule chirale correspond une autre molécule chirale. Et ces deux molécules, on les appelle énantiomères. Ça, vous ne l'avez pas vu, énantiomère? Non. En fait, le programme, il a changé, il a enlevé. Là, il a changé. Mais là, par exemple, vous avez fini votre programme de chimie. Oui. Ouais, ça y est, on est en physique. Ok. Bon, normalement, en terminale, vous voyez ça. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'on l'a vu avec un autre nom. Le truc d'image et du miroir et tout, ça, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous ne l'avez pas vu, parce que vraiment, à chaque fois, c'est l'exemple des mains, c'est l'exemple du miroir. Enfin, c'est toujours comme ça. Bon, donc du coup, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, qu'une molécule chirale, elle est associée à une autre molécule chirale, et en fait, ces deux molécules chirales, du coup, elles-mêmes, elles vont être, ça va être l'image respective de l'autre dans un miroir. Et ces deux molécules chirales, elles vont avoir une relation qu'on va appeler énantiomère. En gros, c'est comme des synonymes, non? Et ça sent. Désolée. Du coup, tu peux répéter ce que tu as dit? Oui. En gros, c'est comme des synonymes. Si tu veux. Si tu veux, ouais. C'est un peu les synonymes pour... Non, mais parce que c'est pas le même mot, sauf que là, on parle plus ou moins de la même molécule.
Ok, ça va. Vous allez voir après dans les exercices, ça va vous paraître beaucoup plus concret quand on va faire des vrais exercices. Donc, du coup, la suite du cours, c'était de déterminer si une molécule était R ou S. Mais là, je pense qu'on ne va pas avoir le temps de le voir là. Mais voilà. La prochaine fois, on verra comment on détermine si une molécule est R ou S. Et voilà, ça ne va pas être compliqué. Il y aura juste des règles parce que là, du coup, on a vu le plus gros. Vous avez vu ce que c'est Enfin, vous connaissez la configuration CRAM. Du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une molécule avec un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique, c'est que c'est un carbone qui est lié à 4 groupements différents. Qu'on a des représentations différentes. Les isomères, vous avez vu en terminale, isomères de constitution ou de position? Oui. Je crois que oui, ça va. Oui. En début d'année. Alors, si ça, vous l'avez vu, c'est bien de le revoir pour la prochaine fois. Parce qu'on va en parler. Et bah, c'est bon, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire là pour finir le cours. Parce qu'après, c'était vraiment déterminer R ou S. Après, ce qui est important, c'est que vous pouvez revoir. Est-ce que vous avez vu les liaisons électronégatives? Oui. Ok, ça c'est bien de revoir parce qu'on va beaucoup en parler pour la suite. Donc, vous avez vu delta plus, delta moins, là, charge partielle positive. Oui. Voilà, ça c'est bien de revoir parce qu'on va beaucoup en parler. Surtout que dans plein de cours, que ce soit en stéréochimie, en chimie ou même dans plein d'autres cours, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de liaisons. Donc, des liaisons ioniques, des liaisons covalentes, des liaisons polarisées. Du coup, ça, si vous l'avez revu, c'est bien de le revoir. Voilà. Parce que pour la suite, en stéréochimie, on va avoir des effets inductifs et des effets mésomères. En fait, tout va tourner beaucoup autour des électrons pour la suite du cours. Donc, si vous voulez revoir ça, c'est pas mal. Du coup, là, je ne peux pas vraiment vous donner de QCM à faire. Si on avait vu R ou S, j'aurais pu vous en donner. Sauf que pas trop là, parce que vous n'allez pas vraiment avoir de QCM sur CRAM ou Fischer ou tout ça. Mais voilà. En vrai, peut-être que je peux vous expliquer vite fait ce que c'est, parce que le cours de Chloé, très honnêtement, acide-base, vous l'avez vu, non, en terminale, acide-base? Oui. Voilà, ça va être beaucoup ça. Ouais. C'est beaucoup de formules. Donc, honnêtement, il n'y aura pas énormément de choses à expliquer. Donc, si vous voulez, je peux vite fait vous expliquer comment on trouve R ou S. En gros, il y a 3 étapes. La première, c'est qu'on va numéroter les groupements. Et pour numéroter les groupements, il va avoir une règle qui s'appelle la règle de Kahn, Ingold et Prelog. Bon, on s'en fout un peu. C'est la règle SIP. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va donner des numéros à chaque... À chaque groupement, on va donner un numéro. Comment on va le numéroter? C'est justement avec cette règle. Donc, en fait, le numéro 1, ça va être le numéro qui va porter le numéro atomique, donc Z, le plus lourd. Vous l'avez vu, Z dans le tableau là, de... Oui. Je ne sais plus comment il s'appelle le gars, mais... Périodique. Mendeleïev. Voilà, Mendeleïev, exactement. Voilà, ça. Ce tableau, il va être hyper important. Il y a des gens qui l'apprennent comme des malades. Moi, personnellement, je ne l'ai pas appris par cœur parce qu'ils l'apprennent justement pour pouvoir savoir si, par exemple, le BR, il a un numéro atomique plus lourd, plus grand que le H. Pour ça, il y a un peu une petite méthode, enfin, une petite phrase. C'est IBR CLS Fonch. Je vais vous l'écrire pour que vous le voyez. Ah, attendez, je crois que je peux écrire. Voilà. Bon, ça va être trop long. Voilà. IBR CL S F O N C H. IBR CLS Fonch. Cette phrase, vous allez l'entendre 15 fois. IBR CLS Fonch. C'est pour savoir quel
atome a un numéro atomique le plus gros. Le I, il a un numéro atomique plus grand que le BR plus grand que le CL, voilà. Et le H, c'est celui qui a un numéro atomique le plus petit. Donc, cette phrase est à retenir. IBR, CLS fonge. Et donc, toujours, on va dire que le I est prioritaire sur le BR prioritaire sur le CL, etc. Donc là, si vous voulez numéroter, où le truc là? Voilà. Là, est-ce que quelqu'un serait capable de numéroter là ces groupements? Oui. Ouais. I, c'est BR. Le 1, c'est BR. Déjà. Ouais. Après, 2, CL. Le truc, ouais. Et après, 3 et 4. Enfin, 3, c'est H3 et 4, H. Quand vous avez un CH3 ou un groupement, un autre, là, c'est hyper facile à numéroter parce que vous avez des groupements, des atomes tout seuls, enfin plus ou moins seuls. Et par exemple, et c'est normal de se poser la question, on pouvait se poser la question, qui est-ce qui allait avoir le numéro 3 et qui est-ce qui allait avoir le numéro 4? Parce que là, on a un CH3 et là, on a un H. Ce qui se passe, c'est que c'est comme dans un dictionnaire. On regarde d'abord le premier truc qui est lié au carbone. Donc là, notre premier truc, c'est un H. Et là, notre premier truc, c'est un C. Bon, là, on a deux trucs différents. Donc, automatiquement, on s'arrête sur le C. OK, c'est le C qui est prioritaire au H. Mais par exemple, là... Mais s'il y a deux H, comment on sait lequel on prend en premier? La première règle que je vous ai dite au début du cours, c'est qu'on travaille avec des carbones asymétriques. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, c'est vrai. Donc, il n'y aura jamais, deux H. Et attends, et c'est l'ordre alphabétique? C'est-à-dire l'ordre alphabétique. Genre on prend, par exemple, s'il y avait B et H, genre BR et H, on aurait pris BR en premier. Ouais, mais c'est pas par rapport à l'ordre alphabétique, c'est par rapport à IBR, CLS fonge. Ah, ok. Ça va. Là, par exemple, juste pour vous expliquer ce petit truc-là du dictionnaire, là, si on veut s'occuper de ce carbone asymétrique-là, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est lié à un CH3, à un H, à un OH et à tout ça? Donc là, on va numéroter. IBR, CLS fonge. Moi, de ce que je vois là, pour l'instant, c'est le O qui est prioritaire. Oui. Donc le O, là, le groupement OH, va porter le numéro 1. Ensuite, alors je vais vous dire une règle, quand vous allez avoir un H tout seul, c'est toujours le H le numéro 4, parce qu'il ne peut pas avoir un truc plus petit que le H. Donc c'est le H qui va être numéro 4. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. On a le 1 parce que le O, bah, c'est un groupement prioritaire. Et on a le H, c'est sûr que ça va être le numéro 4, parce que c'est le dernier. Et maintenant, la question se pose, c'est qu'on a un C, H3 là, donc un carbone, qui est lié à un CH3. Et ce même carbone-là, un autre groupement, c'est un C qui est lié à un CH3, qui est lié à un OH et qui est lié à un HET. On peut se poser la question de qui est prioritaire là, entre les deux. Donc comment ça va fonctionner? On garde en tête l'histoire du dictionnaire. D'abord, on regarde qu'est-ce qui est lié directement à notre carbone? Là, c'est un C. OK. Là, qu'est-ce qui est lié directement à notre carbone? Bah, c'est un autre C. Du coup, bah, on ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On regarde ce C, ces deux C-là. À quoi ils sont liés? Bah, lui, il est lié à un H. Et lui, il est lié à un carbone, ou alors à un OH, ou alors à un HET. Du coup, c'est sûr que ça va être lui qui va être prioritaire. Parce que dans tous les cas, si on regarde avec le carbone, bah, le carbone il est prioritaire sur un hydrogène. Si on regarde avec l'oxygène, l'oxygène est prioritaire par rapport au H. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord que ça va porter le numéro 3 et tout ça, ça va porter le numéro 4? 2. Est-ce que tout le monde est d'accord ou pas? Oui. Ok, du coup, on va s'arrêter là. Parce que
Voilà, il faut savoir numéroter. Donc, vous pouvez vous entraîner sur plein de molécules à numéroter de 1 à 4. Si vous voulez, je vous en envoie. Après, ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on aura numéroté, il va falloir regarder le numéro 4. Le numéro 4, on le mettra de côté. Et ensuite, on va voir comment ça tourne 1, 2, 3. Dans quel sens ça va tourner. Si les numéros 1, 2, 3, ils vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comment ça tourne? Ça veut dire... Là, ça veut dire, si par exemple, là, on avait 1, 2, 3. Là, on avait le numéro 1, là, le numéro 2, le numéro 3. Vous voyez bien que quand on regarde 1, 2, 3, tout le monde est d'accord que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oui. C'est ça que ça veut dire quand je dis ça tourne. 1, 2, 3, hop là, bah, quand on regarde le 1, 2, 3, ça va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je vous dis n'importe quoi. Si là, on avait eu le 1, le 2 et le 3, bah hop, on aurait fait le truc, ça aurait été comme ça, et ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour voir sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse des aiguilles d'une montre, on regarde toujours le numéro 1, 2, 3. On ne se préoccupe pas du 4. Sauf que, comme vous en doutez, le 4, là, va avoir une importance capitale. Parce que la règle, les étapes, c'est d'abord on numérote, après on regarde le numéro 4, comment il est placé. Donc là, si vous voyez dans la suite des diapositives, en fonction de la position du numéro 4, bah, on va déplacer un peu les choses. Là, on n'a pas le temps de voir. Ceux qui veulent peuvent essayer de, je pense que vous allez l'avoir, le diapo, Dan va vous l'envoyer, de regarder comment ça marche. Et si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser des questions. Au pire, je pense qu'on le verra la prochaine fois. Mais du coup, là, vous allez... On va s'arrêter là. Il y a Chloé qui va prendre le relais. Merci beaucoup. Pour rien. Merci. Merci. Merci beaucoup. On n'a pas pu voir grand-chose, mais je pense que c'était quand même... vous avez dû quand même mémoriser pas mal de trucs. Oui. Parce que c'est quand même pas mal de nouvelles choses. Et du coup, voilà. Juste un. Ouais. Comment Comment on fait Alors, il faut que tu me mettes en administrateur ou un truc comme ça pour que je partage mon écran, je crois, non? ok, alors attends. Mets-moi, t'inquiète, Chloé, je te mets de suite. Ah, top. Donc là, arrêtez de partager. Voilà. C'est bon là, non? Parfait. Top. Ok. Bon, du coup, salut tout le monde. Juste, Donc, Chloé, moi, excuse-moi, c'est moi. Il faudra juste que lorsque tu fasses ton cours, tu fasses des petits zooms parce que Ouais, comme pas de ça, problème. voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Pas de problème. Bon, du coup, moi, je vais vous parler des réactions acido-basiques, donc tout ce qui est acide-base. Donc là, en fait, c'est le poly, clairement, de la fac. Bon, sachez que ce cours, il est très vite fait. Donc, il fait partie aussi de l'UE1. Donc, en gros, si elle vous a présenté un cours du UE1. Donc, ça aussi, c'est l'UE1. Mais il est très vite fait à la fac parce que c'est un petit cours et il y a beaucoup d'explications qui, clairement... elles ne servent pas à grand-chose. Et en fait, tout ce qui va être important à apprendre, c'est... les premières feuilles, vous allez voir, elles sont importantes. Et ensuite, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de formules, beaucoup de calculs. Mais n'ayez pas peur parce que quand on va voir ça comme ça, c'est compliqué. Mais moi, j'ai jamais appris ça. Enfin, personne, en fait, l'apprend. Et vous allez voir qu'il y a des petites formules à connaître. Et à partir de ces petites formules, vous allez pouvoir répondre à tous les QCM. Parce que vraiment, ce cours, il n'est pas compliqué. C'est des questions un peu cadeaux. Donc, comprenez-le voilà, la première fois. C'est bien que vous le fassiez déjà, comme ça, en fait, ça sera du temps gagné ensuite. Mais c'est vraiment pas compliqué et ça se base beaucoup sur ce que vous avez fait en première ou terminale, je sais pas. Bon, du coup, je vais zoomer. Bon, vous n'hésitez pas. Si vous avez une question, vous m'arrêtez et je vous réponds. Donc, on va commencer par définir ce qu'est un acide et ce qu'est une base. Donc, c'est le plus important puisqu'en fait, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir faire tout le cours. Donc, un acide, c'est une espèce qui va pouvoir libérer ou céder au moins un proton. Donc, un proton, on peut l'appeler aussi un ion H+.
Donc, en fait, il faut que dans la molécule, dans l'espèce, il faut qu'il y ait au moins un H pour qu'il soit un acide. Voilà, par exemple, il y a des monoacides, des diacides, des polyacides, donc en fonction de combien il y a de H dans l'espèce. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a un HCN. Donc ça, on peut bien dire que c'est un acide parce qu'il y a un H. Contrairement à là, où il va donner son H et ça va donner la base. Donc on va voir ensuite ce que c'est la base. Donc l'acide, voilà. Et faites attention surtout, c'est bien un ion H+, un proton, parce que souvent ça tombe dans les QCM. Ils font la différence avec les réducteurs et oxydants et ils mettent un électron. Bah, du coup, c'est directement faux puisque c'est vraiment un proton. Donc, vous avez vu déjà acide, base et redox en terminale? Oui, on l'a vu. On a fait ça. Du coup, bon, ça doit plus vous parler que ce que vous avez vu avant. Donc voilà. Et une base, c'est une espèce qui est capable d'accepter au moins un ion ou un proton. Donc moi, je vais vous parler plutôt je vais soit vous dire H, soit proton, mais je ne vous dirai pas ion H+. Okay. Bon, sachez que d'abord, l'H, le proton, il a toujours une charge positive. Donc ça, c'est super important. Et donc là, en fait, vous voyez bien qu'il y a le couple NH3, NH4+. Mais en fait, on ne sait pas lequel c'est l'acide et lequel c'est la base, parce que vous voyez bien que dans tous les cas, il y a des H. Là, il y en a 3, là, il y en a 4. Donc, celui qui va être l'acide, c'est celui, en fait, où il y a le plus de H. OK? Puisque ça va être lui qui va être capable de céder un proton. Et là, c'est la base, parce que lui, bah, du coup, il a un proton en moins que son acide, et il a été libéré dans la solution, et c'est sous forme de H+. Jusque-là, c'est OK? Oui. Ouais. En gros, mais c'est les couples acido-basiques, non? Ouais, bah, c'est exactement ça. Ok, ça. Mais là, c'est juste, je vous fais un petit récap, mais en fait, c'est ce qu'on fait en passe. On revoit ça, et après, ça devient un peu plus compliqué, mais vraiment, ce cours, il est très simple. OK, donc après, il faut... Ou pas? Comment? Tu pourras nous envoyer la feuille ou pas? Ouais, pas de problème. Je vous enverrai tout, c'est directement le poli, en fait, on vous distribue des polis, et ben ça fait partie de ça. Ah, ça va, merci. Donc, du coup, donc il faut savoir qu'une réaction acido-basique, elle est inversible, c'est-à-dire elle est réversible. On peut passer d'un acide à une base ou de sa base à son acide. Et toujours, il y a un couple acide-basique, acide-base qui est donné. Et ces deux acides-bases, ils sont dits conjugués. Donc ça, normalement, vous le savez. Dans le couple HCN, CN-, bah, du coup, HCN, c'est l'acide conjugué et CN-, c'est la base conjuguée. Pourquoi d'ailleurs il y a un moins ici? Parce que le H, normalement, il porte un H+. Vous savez qu'il porte un plus, que vous disiez tout à l'heure. Et comme là, il n'y a plus son H, il a été donné ici, bah, du coup, le CN, il porte un moins. OK. Donc, ça, c'est la base, en fait. C'est ce qu'il faut savoir de base. Mais ensuite, il y a un cas exceptionnel, c'est l'eau. L'eau, pourquoi? Enfin, il y en a plusieurs, mais l'eau, c'est vraiment ce sur quoi on va s'attarder. L'eau, pourquoi? Parce qu'en fait, il peut être à la fois acide et à la fois une base. Parce qu'elle a deux H. Voilà. Donc, soit elle peut en donner un et elle devient OH. Donc, dans ce cas-là, c'est un acide et elle donne comme base OH. Soit CH2O, en fait, ce H2O, il vient déjà du H3O+. Et H3O+, en fait, dans ce cas-là, c'est lui la base, c'est lui l'acide qui a donné un H et qui a cédé un H et au final, ça devient un H2O. OK? H3O+, il faut savoir que ça s'appelle l'ion hydronium. C'est important. Et que le OH, ça s'appelle l'ion hydroxyde. Parce que parfois, ils vous parlent comme ça. Donc, de toute façon, vous inquiétez pas, on le revoit juste après. Donc voilà, et donc ça, on appelle ça des composés, enfin des espèces amphotères ou ampholites. Il faut connaître les deux mots, ça tombe, c'est pas compliqué. Vous avez toujours en tête l'exemple de l'eau, et au final, c'est très facile. Ils utilisent des mots un peu compliqués, mais au final, en fait, vous connaissez. Donc, si vous paniquez, rappelez-vous que vous connaissez. OK. Donc ensuite, on va parler de la force des acides et des bases. Donc, est-ce que ça, vous l'avez vu ou pas avec pKa, tout ça? Normalement, à mon époque, on le voyait. Oui, on l'a vu. Okay. On l'a vu. OK, super. Bon, donc, du coup,
on va caractériser la force d'un acide ou d'une base selon la facilité avec laquelle soit l'acide il va céder son proton, ou ses protons, puisqu'il peut en libérer plusieurs, et pour la base, la facilité avec laquelle elle va accepter le proton venant de son acide conjugué. Donc, cette force, elle est donnée par la constante d'acidité Ka. Donc, Ka, constante, parce que en fait, le K, c'est toujours constante, et le A d'acidité. OK. Donc, à la base, on parle du Ka, mais on va utiliser préférentiellement le pKa. Pour des raisons techniques, c'est plus facile de manier le pKa. Ça dit plus quelque chose que le Ka. Et donc, le pKa, il faut savoir la formule. C'est que pKa est égal à moins log de Ka. Donc ça, c'est une formule hyper importante. Vous avez dû sûrement déjà la voir. OK. Donc, ce Ka, vous n'aurez pas à calculer de Ka et de pKa. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de calcul. En général, il vous le donne. Et en vrai, on ne l'utilise pas beaucoup. Juste, on va vous mettre, par exemple, dans un QCM, la force des acides et des bases est donnée par leur constante d'acidité Ka. Enfin, vraiment, ce n'est pas hyper compliqué. Donc, ce Ka, quand même, il faut savoir la formule. C'est la base fois la concentration de la base fois la concentration de l'ion hydronium sur la concentration de l'acide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait les produits sur le réactif. Et normalement, il y a l'H2O, mais comme la concentration de l'H2O, elle est toujours de 1, du coup, on peut simplifier par cette formule. Donc ça, il faut quand même savoir. C'est base sur l'acide et multiplié par l'ion hydronium. Et aussi, on ne doit pas mettre un truc avec le courant multiplie devant ou un truc comme ça, non? Ou c'est aucun rapport? Ah ouais, je vois de quoi tu parles. Mais ça, au lycée. Mais là, on s'en fout. Ok, ça va. Là, c'est pas compliqué. C'est juste entre son acide et sa base. Donc, il n'y a pas de mol, il n'y a pas de délire comme ça. Ok. Après ça, hyper important. Est-ce que vous voyez ma flèche? Oui. Ok, super. Oui. Donc ça, c'est hyper important à savoir parce que logiquement, on penserait que c'est pas ça. Mais il faut savoir que plus le pKa, il va être faible, plus l'acide, il va être fort. C'est inversement proportionnel, si vous voulez. Donc, quand un pKa il est faible, l'acide, il est défini comme fort. Quand le pKa il est fort, l'acide est défini comme faible. Ça, il faut le savoir, ça tombe hyper souvent. Ils vous disent pKa faible, acide faible, pKa fort, acide fort. C'est faux. Direct, vous savez, pKa faible, acide fort. Apprenez-le, c'est pas compliqué. Parce qu'en fait, c'est à la base par rapport au Ka, mais comme en fait le pKa est égal à moins log de Ka, du coup, ça inverse les choses. Ça, il vous donne des exemples pour vous montrer, mais c'est pas à apprendre. Il n'y aura pas de chiffres qui tombent sur ce cours. Ok. C'est bon jusque-là? Oui, merci. Ok, donc du coup, on passe. Ok, donc on l'a vu tout à l'heure. Donc l'eau, c'est un composé amphotère, donc c'est un cas particulier. Donc en tant qu'acide ou en tant que base. Donc on l'a vu juste avant, ça fait l'équation bidon. Ça s'appelle une réaction d'autoprotolyse de l'eau. Dans ce cours, ça ne tombe pas, mais sachez que ça s'appelle comme ça, c'est une réaction d'autoprotolyse de l'eau. Ça tombe souvent, que ce soit au premier quad ou deuxième quad, c'est un peu la base. Donc, ok. Et à partir de ça, on va pouvoir déterminer la constante d'équilibre. Donc, cette fois-ci, plus d'acidité, parce que vous savez que l'eau, c'est neutre, on va le voir juste après. Donc là, c'est la constante d'équilibre. Et donc là, toujours pareil, c'est la base sur l'acide multipliée par l'ion hydronium. Et comme toujours, l'H2O, c'est 1. Donc, la constante d'acidité, la constante d'équilibre, elle est égale à la concentration de l'OH- fois la concentration de l'H3O+. Puisqu'en fait, dans l'eau, quand elle va, l'eau en tant qu'acide, quand elle va se dissoudre, elle va donner deux types d'ions, l'OH-, donc l'ion hydroxyde, et l'H3O+, l'ion hydronium. Et donc ça s'appelle donc le KE, c'est la constante d'équilibre ou produit ionique de l'eau. Vous l'avez vu, non, normalement? Oui. Ok. Oui. Donc, on peut, pareil, donc on sait qu'elle est égale à 10 puissance moins 14, donc dans le cas de l'eau, toujours, pas de partout, pas pour toutes les molécules ou pour toutes les solutions.
dans le cas de l'eau. Mais on se base en fait tout le temps sur ça. Et donc, pareil, on peut déterminer le pKe, donc c'est égal à 14, puisqu'en fait, c'est égal à moins log de Ke. Et en fait, je ne sais pas si vous savez manier les logs, mais normalement, on enlève directement le 10 puissance moins et il ne nous reste que la puissance, quoi. Donc, c'est égal à 14. Donc, de toute façon, on s'en fout. Apprenez-le comme ça ne tombe pas, il n'y a pas de calcul mathématique. Enfin, dans ce cours, il n'y a rien. Donc, apprenez ça comme ça. En fait, normalement, soit Dan, soit moi, on vous enverra ce PDF-là. Si vous voulez le revoir, vous apprenez bien ce qu'il y a encadré et les petites phrases que je vais vous montrer tout à l'heure qui sont importantes. Et la première feuille qui est importante. OK, donc ça, c'était pour Donc, on a vu le cas particulier de l'eau. Juste avant, pour l'acide, comment calculer la constante d'acidité. Et ensuite, on va parler de la base. Alors là, vous voyez plein de calculs compliqués. Clairement, on s'en fout. Tout ça pour vous dire que comme dans la solution, il va avoir de la base et de l'acide, du coup, la base et un acide, ils sont toujours liés. Ils sont conjugués, donc ils sont toujours liés. Et comme ils vont être liés, leur pKa et leur pKb, donc pKa pour l'acide, pKb pour la base, ils vont être aussi liés. Et en fait, comme on sait qu'en tout, on doit arriver à la constante d'équilibre pKe qui vaut 14, donc en fait, comme dans la solution, il n'y a que deux choses, il y a l'acide et sa base, et du coup, pour arriver à 14, en fait, ça va être une somme entre le pKa, donc la constante d'acidité de l'acide et la constante de basicité, en gros, de la base. Et dans les deux cas, il faut que ça fasse 14. Donc, on peut déterminer que pKb est égal à 14 moins pKa. C'est tout. Désolé. Bon. Oui. J'ai pas compris c'est quoi KB et KE. On avait que K, je crois, encore. Ka, en gros, c'est la constante d'acidité. En fait, il faut partir de Ke. Ke, c'est le produit ionique de l'eau, c'est la constante d'équilibre. C'est là où, en fait, ça va être équilibré entre le OH- et le H3O+, qu'on va retrouver en solution une fois que l'eau, elle s'est dissociée. L'eau, elle arrive, l'eau, elle est dans sa... Elle est là, elle est dans un verre, elle se dissocie. Il y a toujours, en fait, des ions qui sont libres dans l'eau. C'est pas que de l'H2O, tu vois ce que je veux dire? En gros, elle n'est pas neutre, l'eau, quoi. Elle est chargée. Non. Elle est neutre, elle est totalement neutre, mais elle est composée d'ions qui sont chargés. Mais comme ces deux ions, OH- et H3O+, ils vont s'équilibrer, ils vont se neutraliser en fait entre eux, et donc c'est pour ça que l'eau, elle est elle-même neutre. Tu vois bien que dans l'eau, il n'y a jamais de plus ou de moins ici. C'est toujours neutre. Et juste, c'est aucun rapport, mais c'est pour ça que le courant, il passe dans l'eau ou non? On n'a aucune idée. Non, parce qu'il y a les ions dedans et tout, aucun rapport. Oui, en fait, oui, parce qu'en fait, c'est un conducteur, si tu veux, c'est un conducteur électrique, puisqu'il y a des électrons. Dans ce sens-là, oui. Ok, ça va. Parfait. Donc Ke, c'est vraiment la multiplication des ions qui composent l'eau. Ok. Et la constante d'acidité, c'est pour un acide en soi, pour pouvoir déterminer son acidité, comment il est, s'il est fort, s'il est faible par rapport au pKa, comme on a dit, pKa faible, acide fort, pKa fort, acide faible. Mais en gros, on ne te demandera jamais de calculer un Ke, ni un Ka, ni un pKa, ni quoi que ce soit. C'est juste pour t'aider pour les formules après à connaître. Donc, c'est bon ou pas? J'ai répondu à ta question? Ouais, c'est bon, parfait. Et juste, est-ce que tu penses que c'est bien de faire des fiches avec tout ce qui est encadré et tout ou non? Alors, justement, j'en ai une. Donc, tout à l'heure, je compte vous l'envoyer. Ah, merci beaucoup. Où vous avez, en fait, ce qu'il faut pratiquement tout connaître dans... Moi, ce cours-là, je le révisais en un quart d'heure, quoi, même pas. Hein. C'est vraiment, il n'y a vraiment pas grand-chose à apprendre. Une fois que vous avez compris le mécanisme, il faut vraiment connaître les formules qu'on va voir après, parce qu'après, il y a plein de formules, selon que la base, elle est faible, etc. On va voir. Je vais vous envoyer une fiche et j'apprenais ça et les particularités du début et c'était fini, quoi. Ok. Et le prof à la fac, il lit le cours ou non? Il fait rien, il passe le cours et c'est tout, quoi. Franchement, ce cours-là, en fait, il fait partie d'un petit complexe avec les équations redox et un autre truc dont je ne me rappelle pas. Et en fait, il fait ça. Il est censé faire ça en 2 heures, mais ça, il le base très, très vite, quoi, en même pas une demi-heure. Ok. Donc, voilà.
Donc, on est bon. On était où? Ouais, donc du coup, on a pu déterminer cette formule. Donc, PKB est égal à 14 de moins PKA, puisque comme on a dit, 14, c'est le PKE. Et donc, il faut que PKA plus PKB, ça soit égal à 14, pour qu'il y ait une constante d'équilibre, puisqu'on sait que l'eau est neutre. Et donc, après, tac, on passe de l'autre côté. PKB est égal à 14 moins PKA. Mais comme PKB et PKA sont liés, on ne va pas se prendre la tête, en gros. On va aussi utiliser PKA pour caractériser la force d'une base. On va pas utiliser, parce que normalement, PKB, on entend B pour la base. Mais en fait, on va utiliser directement PKA pour caractériser la force d'un acide ou d'une base. C'est tout. Vous allez le voir après dans les formules. En fait, il n'y a pas de PKB vraiment utilisé. On utilise le PKA. C'est bon? Oui, merci. Ok, super. Donc, du coup, donc là, on va passer plus au pH. Donc, comme on a dit tout à l'heure, l'eau, elle est neutre. Et pour qu'elle soit neutre, il faut qu'il y ait la même concentration d'OH- et de H3O+. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'OH-, c'est un ion hydroxyde qui est caractérisé comme étant basique. Et l'ion H3O+, il est caractérisé comme étant acide. Donc, en fait, il faut qu'il ait la même concentration d'acidité et de basicité pour qu'au final, l'eau soit neutre. Et l'eau, la concentration de ces deux est égale à 10 puissance moins 7 mol par litre. Bon. Ça, normalement, vous le savez, non? Ouais, ça, on l'a fait. Voilà. Oui, on a fait ça. Ok, top. Donc, quand on va, donc à partir de l'eau, on part sur un verre d'eau. Si dedans, on va ajouter du H3O+. L'H3O+, on a dit que c'était acide ou basique? Acide. Ok, donc si on rajoute de l'H3O+ dans de l'eau, la solution, elle devient plus acide ou plus basique? Bah, plus basique. Eh non. Ah. Si tu Bah as non. de l'eau qui est Ça neutre, dé- ça tu as de dépend, l'eau non? neutre, tu rajoutes de l'acidité. Ah oui, alors oui, ok. Ok. Donc, du coup, c'est plus égal. La concentration de H3O+, elle est plus égale à 10 puissance moins 7 puisqu'on va en rajouter. Elle est supérieure à 10 puissance moins 7. Ok. Donc, du coup, la solution, elle devient acide. Et pareil pour la base. Si on part avec un verre d'eau qu'on rajoute du OH-, comme le OH-, il est basique, bah, du coup, la concentration d'OH-, elle augmente. Et donc, la solution, elle devient basique. Puisqu'en fait, il va avoir plus d'OH- que de H3O+. Ok. C'est bon? Oui. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous me dites. Mais oui, du coup, ça dépend. Du coup, comme l'eau, elle peut être acide et basique. Du coup, ça dépend. Genre, elle peut être ça peut être inversé, non? C'est-à-dire? Genre, ça veut dire que le premier, le H3O+, si on inverse, ça peut être basique aussi, non? Non, l'H3O+, c'est toujours, ça caractérise toujours l'acidité. Ok, et l'OH-, l'OH-, toujours la basicité. Et en fait, c'est la combinaison des deux dans l'eau qui va faire que l'eau, elle est neutre. que l'eau soit aussi base ou acide. Non, Ah, ok. l'eau, elle n'est pas basique, l'eau, elle n'est pas acide. L'eau, elle est neutre. C'est après, une fois que tu rajoutes du H3O+ ou de l'OH, tu parles plus d'eau. C'est plus de l'eau. Ça devient une solution acide ou une solution basique. Ok, ça va. Ok. Merci. Ok, top. Donc, ok. Et donc, en fait, comme là aussi, on va se simplifier la vie. Comme tout à l'heure, on n'utilise que le pKa, on n'utilise pas de pKb. Là, pareil, pour exprimer la basicité ou l'acidité d'une solution, on ne va pas dire, ah oui, donc selon le OH, selon l'H3O+, on s'arrête au H3O+. En fait, on n'utilise que l'H3O+, puisque on a dit que normalement, dans l'eau neutre, OH- est égal à H3O+. Donc ça, c'est en fait ce qu'on utilise dans le pH. Là, ils vous mettent des mots compliqués pour vous dire que le pH, il est toujours exprimé selon H3O+. Vous ne voyez jamais pH est égal à moins log d'OH-. Pour autant, ça pourrait être pareil. OK? Vous comprenez ou pas? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc ça, cette formule, vous la connaissez normalement depuis longtemps. Oui, oui. Bah, oui, ça, on l'a fait en terminale. Voilà. Et donc, du coup, en fait, tout ça, c'est juste pour vous dire ça. C'est juste pour vous expliquer ça. pH est égal à moins log de H3O+. Donc, concentration d'H3+. Voilà, donc si le pH il est inférieur à 7, c'est acide. Si le pH il est supérieur à 7,
c'est basique. Et si le pH est égal à 7, c'est neutre. Donc, l'eau, c'est neutre. Donc, le pH est toujours égal à 7 dans l'eau. Mais si après, on va rajouter du H3O+, ou du OH-, ben, du coup, le pH, il va varier. Il va devenir soit acide, soit basique. Et dans ce cas-là, on ne parlera plus d'eau. OK. Par contre, ce qu'il faut savoir, voilà, cette phrase, vous la prenez par cœur, vous l'encadrez. Le pH ne donne aucune indication sur la force des acides et des bases. La force des acides et des bases, elle est déterminée avec le pKa. Le pH, c'est juste pour dire si la solution elle est neutre, acide ou base, mais elle ne va pas vous dire combien elle est acide, combien elle est basique. Enfin, si le pH est égal à 1, vous allez savoir qu'elle est plus acide que si le pH est égal à 4. Mais pas sur la force de l'acide et de la base qu'on rajoute en soi. OK? Ok, ça Parce marche. qu'en fait, si on a des acides ou des bases qui sont de forces différentes, mais qu'on les met dans la même concentration, on les met dans deux verres à la même concentration, bah, ça va donner la même valeur de pH. C'est pas parce que c'est pas la force de l'acide ou la base qui va caractériser le pH, c'est plutôt la concentration de cet acide. Ah oui, ok. Si on met un acide fort à 10 puissance 7 moins 4 mol par litre, et dans un autre verre, un acide faible à aussi 10 puissance moins 4 mol par litre, bah, ça va donner le même pH. C'est pas la force de l'acide qui va dire quel est le pH de cette solution, c'est vraiment la concentration de cet acide. On peut avoir le même pH et une force différente. Voilà, exactement. Donc cette phrase-là, vous la prenez par cœur, ça tombe tout. Ok, est-ce qu'on est bon pour l'instant? Oui, méga bon. Top. Alors là, vous allez voir plein de calculs, plein de relations. Clairement, on s'en fout. Genre, ça tombe pas et il explique même pas le prof en cours. C'est vraiment, c'est pour vous expliquer si vous voulez, mais en fait, je vous explique le début et ensuite les relations. On les connaît déjà, c'est ce qu'on a vu avant, et ensuite ils vont faire des approximations. Donc on part de la base. On a un acide en solution. Donc ça va donner, donc là on a l'acide qui va réagir avec de l'eau. Donc ça va donner sa base conjuguée et ça va donner de l'ion hydronium. Pourquoi? Parce que le H, en gros, il va céder son H. Il va venir là. C'est bon ou pas? Donc ça, c'est des réactions classiques que normalement vous connaissez. Donc, une fois qu'on a ça, il y a aussi de l'eau qui va réagir. Et comme on a vu tout à l'heure, réaction d'autoprotolyse de l'eau. L'eau, ça donne du H3O+, et du OH-, classique. Donc, on a ces deux réactions. Donc, il y a plein d'espèces présentes. On a BH, donc l'acide, on a de l'eau, on a la base, et on a les deux ions qui sont présents dans l'eau, c'est-à-dire H3O+, et OH-. Ok. Donc, entre toutes... Quoi? Ok, j'ai dit. Ok, top. Entre toutes ces espèces, il y a 4 relations qui existent. Donc, la première, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la constante d'acidité. Donc, comme on a dit, base multipliée par H3O+, sur l'acide. La deuxième relation, c'est de l'équilibre, c'est la relation à l'équilibre avec le produit ionique de l'eau. Comme on a dit tout à l'heure, Ke est égal à OH- fois H3O+, est égal à 14, enfin est égal à 10 puissance moins 14. Ensuite, l'électroneutralité. Donc l'électroneutralité, c'est juste pour vous, c'est par rapport, donc comme son nom l'indique, par rapport aux électrons. En fait, comme là, c'est deux bases, là on est d'accord que ça c'est une base, et que le OH- c'est basique, il faut que la somme des deux, enfin la concentration de la somme des deux, soit égale à la concentration de ce qui est acide. Là, que ça soit électroneutre, enfin, il faut que électriquement parlant, la solution elle soit neutre pour que ce soit de l'eau. OK? Puisqu'en fait, ça va se compenser et au final, il y aura le même nombre de charges. OK? D'accord. Et ensuite, on parle de conservation de la matière.
où en fait la concentration d'acide et la concentration de base, c'est égal à la concentration globale. Ok. Donc, ces relations, il faut que vous les compreniez pour que vous l'ayez en tête, mais ça ne tombe pas. Il n'y a pas, ils vous disent, cette première relation, c'est ça, cette deuxième relation, c'est ça. Il faut que vous le compreniez, mais ne l'apprenez pas par cœur. Ensuite, il faut savoir qu'en fait, pour calculer le pH, là aussi, en fait, on va aller à la simplification. On va faire des approximations de ces relations. Et on va pouvoir en négliger certaines pour que ça soit beaucoup plus simple ensuite de trouver de calculer le pH selon si c'est un acide ou une base et selon si l'acide il est fort ou si l'acide il est faible. Donc la première approximation, on dit qu'en fait CH3O+, là, qui sont présents lors de la dissociation de l'eau, en fait ils vont être négligeables. Donc en fait on va pouvoir considérer que cette relation 1 par rapport à la constante d'acidité. Donc ça, c'est beaucoup de blabla qui, pour moi, ne servent à rien. Enfin, j'ai jamais vraiment appris. Faut comprendre. Ouais, il faut comprendre une première fois, mais en soi, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ensuite, on en est là. Donc, on va pouvoir, comme on a dit, selon l'approximation qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on néglige les H3O+, on ne va pas considérer la deuxième relation selon le KE, en fait. Donc, c'est juste pour dire qu'en gros, on s'en fout. Après, là, vous voyez qu'il sort des équations du second degré, etc. Ça tombe jamais, on s'en fout complètement, il ne détaille pas. Il y a beaucoup de blabla parfois. Dans ce cours, il y a beaucoup de blabla pour vous dire au final que le but, en fait, de toutes ces approximations, c'est de calculer le pH de la solution beaucoup plus facilement. Donc, première approximation, voilà, il faut juste savoir que les H3O+, ils sont négligés. Deuxième approximation, ça va différer selon si l'acide il est fort ou il est faible. Donc, en fait, on va voir 4 réactions, 4 formules, et ces 4 formules, vous devez les connaître par cœur. Donc, c'est dans la fiche que je vais vous envoyer tout à l'heure. Ces 4 formules, vous devez les connaître par cœur. C'est en fait ce qui tombe. Ils vont vous dire, dans le cas d'un acide fort, on calcule le pH comme ça. Dans le cas d'une base faible, on calcule le pH comme ça. Si vous les connaissez, c'est des points cadeaux. Donc, pour le cas d'un acide fort, c'est la formule la plus basique. On sait que H3O+, on nomme la concentration d'H3O+, C. Mais en fait, le pH est égal à moins log de C, donc moins log de H3O+. C'est la formule de base que vous connaissez. Oui. Donc ça, c'est le cas d'un acide fort. Donc là, si vous voulez écrire, vous écrivez acide fort et vous écrivez cette formule. Donc ça, c'est vraiment la relation de base qu'il faut connaître. Donc après, il y a plein d'acides forts. Par exemple, l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique. Enfin, en général, après, il vous dit si c'est un acide fort ou faible, mais ça tombe très rarement. Donc, est-ce que vous êtes bon sur ça? Oui. Je pense. Ensuite, on est dans le cas d'un acide faible. Donc, on a vu acide fort. Maintenant, on passe aux acides faibles. Acide faible, en fait, comme c'est un acide faible, l'acide, il va être très faiblement dissocié. Ça veut dire que quand on va le mettre en solution, normalement, il est censé donner de la base et des ions hydrogènes, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais comme il va très faiblement se dissocier, il y aura beaucoup plus d'acide que de base, puisqu'il va donner pas beaucoup de base. Il va être trop faible pour se dissocier et donner de la base, sa base conjuguée qu'il est censé donner. Donc, il va rester beaucoup plus en forme d'acide qu'en forme de base. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup plus de concentration de l'acide que la concentration de la base. Donc ça, voilà, ça, c'est ce qu'il faut connaître. Quand on dit très faiblement dissocié, ça veut dire qu'il reste à son état naturel d'acide et il n'y en a pas beaucoup de molécules d'acide qui vont donner de la base. OK ou pas? OK. Donc, en gros, comme cette base, enfin, la concentration de base, elle est très faible, puisque la dissociation, elle aussi, elle est très faible, on peut considérer qu'elle est égale à 0, là. OK? Donc, ça, c'est pour vous expliquer. Ils vont mettre plein de calculs en se servant, en fait, de ces relations. Ce qu'il faut retenir, c'est cette formule encadrée. C'est que, dans le cas d'un acide faible, le pH est égal à 1,5 de pKa.
Donc, c'est-à-dire la moitié de la constante d'acidité de l'acide, moins un demi de log de C. Avec log de C, la concentration d'acidité, la concentration de l'acide. Le C, là, c'est BH, en fait. Ok. Donc ça, voilà, c'est cette formule à connaître. Si vous devez écrire un truc, c'est ça. Acide faible, c'est cette formule. Ok. C'est bon? Ça, tout le monde, en fait, l'apprend par cœur. Hein. Une fois que vous l'avez appris, vous le retenez. Et en fait, moi, ce que je vais vous donner tout à l'heure, c'est en fait un tableau à double entrée parce qu'en fait, après, il va y avoir des mélanges entre les acides et les bases et vous allez directement pouvoir trouver les formules. Donc, apprenez bien ces formules. Donc, c'est bon pour les acides faibles ou forts? Moi, oui. Les autres. Oui. Ok, top. Maintenant, on va parler du calcul du pH pour une base. Donc là, pareil, on va faire les deux mêmes approximations. La première où la dissociation de l'eau, elle est négligée, donc la concentration d'H3O+, elle est négligée, comme on a dit tout à l'heure, c'est la même chose. Et la deuxième approximation, selon la force de la base. Donc tout à l'heure, c'était selon la force de l'acide, là, c'est selon la force de la base. On est OK? Donc là, pareil, on repart sur les mêmes relations et en fait, les mêmes formules, sauf que tout à l'heure, on considérait l'acide, cette fois-ci, on considère la base. C'est bon? Ouais. Ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Maintenant, on va parler d'une base forte. Donc, on a fait acide fort, acide faible. Maintenant, base forte. Pareil, les deux premières relations, donc, elles ont pu être négligées par les approximations. Et dans le cas d'une base forte, en fait, eh ben, comme elle est forte, elle va pouvoir bien se dissocier. Et donc, comme elle va pouvoir bien se dissocier, au final, bah, dans la solution, il n'y aura plus de base, il n'y aura que de l'acide, puisqu'en fait, toute la base s'est dissociée et elle a donné que de l'acide. Donc, en fait, on va pouvoir négliger la concentration de la base à la base, enfin, négliger la concentration de la base et on va avoir, en fait, la concentration de BH+, donc de l'acide, qui est bien supérieure à celle de B. Donc, on peut négliger celle de B. Donc, ça, c'est ce qu'il faut connaître. Ensuite, leur petit blabla pour vous expliquer. Et on arrive à cette formule. Le pH est égal à 14 plus log de C. Ça, vous l'apprenez aussi par cœur. Donc, dans le cas d'une base forte, pH est égal à 14 plus log de C. C'est ce qu'il faut connaître. On est bon? Moi, en vrai, en revoyant les formules et tout, j'arrive pas à comprendre, c'est quoi log de C, en fait. Log de C, c'est le log de la concentration. Dans le cas de l'acide, le C, c'est la concentration de l'acide. Et dans le cas de la base, le C, c'est la concentration de la base. D'accord. Donc, imaginons qu'on doit calculer. Il n'y aura pas. Ah, ok. Jamais ils te donneront à calculer un log, surtout qu'on n'a pas de calculatrice, rien, donc il n'y a pas. C'est juste la théorie qui vous explique comment calculer en soi le pH. Mais ils ne vous diront jamais calculer log de C. Ok. Il faut juste que tu apprennes les formules. Vraiment, c'est un cours pas compliqué. Une fois que vous l'avez compris, c'est vraiment des questions cadeaux. Ça ok, merci. Oui. Ok, top. Donc, base forte, c'est fait. Et maintenant, il nous reste la base faible. Donc, base faible, là aussi, la base, comme elle est faible, elle va pas pouvoir, enfin, la dissociation, elle va être très faible. Donc, la base, il va avoir beaucoup de bases et ça va donner que très peu de son acide conjugué, puisqu'elle va très peu se dissocier. Et donc, dans ce cas-là, la concentration de la base, elle est bien supérieure à la concentration de l'acide, puisqu'il ne va pas avoir beaucoup d'acide. Et donc, dans ce cas-là, c'est la concentration d'acide qu'on peut négliger. Et il restera la concentration de la base. OK? Moi, il y a un truc sur le document que je ne comprends pas trop. Là, dans le cas d'une base faible, pour la quatrième relation, on dit que C, c'est B, mais avant, on disait que C, c'était BH, Justement, l'acide. Oui, c'est ça le truc, c'est que regarde, dans ce cas-là, si la base est forte, donc du coup, ça va donner beaucoup d'acide. Et comme il n'y a plus de base, ok, oui, c'est bon. Donc, comme il n'y a plus de base, on considère ça. Ok, super. Et dans ce cas-là,
comme la base est faible, il va avoir très peu d'acide, donc on va négliger la concentration d'acide, il va avoir beaucoup de base. Et dans ce cas-là, le C, c'est la base. Ok. Donc la concentration, là, le C, ça dépend si la base est faible ou forte. En fait, c'est à partir de ça, c'est ça le plus important à retenir avec cette formule, quoi. Ok, super, merci. Okay. Et donc, du coup, dans ce cas-là, la formule à connaître, c'est ça. pH est égal à 1,5 de 14 plus pKa plus log de C. Si vous voulez essayer de comprendre ça, vous pouvez. Moi, je vous dis la vérité, je ne l'ai jamais lu. Donc, après, si vous voulez le comprendre, essayez, mais en fait, en PASSES, en passe, on n'a pas le temps de... si on peut ne pas comprendre quelque chose et apprendre directement la formule, on le fait, quoi. En général, moi, j'apprends en comprenant, mais dans ces cas, c'est vraiment que des formules toutes bêtes à apprendre. Et comme c'est des points cadeaux, voilà. OK? Le C, du coup, c'est pas toujours le même, c'est pas toujours la même chose. Non, le C, c'est pas toujours le même, mais globalement, encore une fois, ils vous diront pas, dans ce cas-là, le C, c'est ça, dans ce cas-là, le C, c'est ça. Ils vous diront, pour calculer le pH d'une base faible, la formule, c'est ça. Tu réfléchis, tu dis oui, j'ai appris. Ah oui, c'est ça, ok. Sinon, si tu vois que c'est pas la formule que tu connais, non, c'est faux. C'est tout. Ah, ok. Ça va. Tout à l'heure, si on a le temps, on fera des QCM. Si on n'a pas le temps, je vous les enverrai. Je vous en ai prévu 3 pour que vous voyez ce qui tombe. Donc, on est bon sur ça? Vous avez noté bien les 4 réactions? Ouais, c'est bon. 4 formules? Oui. Okay. Donc maintenant, ça va devenir un peu plus compliqué, mais encore une fois, là aussi, il y a des petits moyens que ça soit plus simple. Donc maintenant, on va parler de sel d'acide-base. Qu'est-ce que c'est le sel d'acide-base? C'est quand on va mélanger à la fois de l'acide avec sa base conjuguée ou de la base avec son acide conjugué. Et dans ce cas-là, le pH, il dépend de la force de l'acide ou de la base associée à ce sel. Il dépend de ce qu'on va... Attendez, ça bug. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez bien là? Oui. Ok, top. Donc, le pH, il va dépendre de la force. Donc, il y a trois types de sel. Soit on va mélanger de l'acide fort avec de la base forte, soit on va mélanger de l'acide fort avec une base faible, soit on va mélanger de l'acide faible avec une base forte. Et en fait, il y a 3 formules. Il y en a une, donc quand c'est acide fort, base forte, le pH il vaut 7. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ions, en fait, par exemple, là, vous avez du chlorure de sodium, donc NaCl, qui va réagir avec de l'eau, qui est mis en solution avec de l'eau. Mais en fait, comme les ions, ils sont directement hydratés, ce qu'on appelle, ils ne vont pas réagir avec l'eau. Vous voyez, il n'y a pas la solution en bas qui dit le Na réagit avec de l'H2O. Ils ne réagissent pas avec l'eau et ça va directement en fait donner du Na+, et du Cl-. Le Na+, et le Cl-, ça forme du NaCl, tout bête. Dans ce cas-là, le pH, il vaut 7. Donc, acide fort, base forte. Un sel d'acide fort et de base forte, pH 7. OK? Non. Oui. Ok. Ok. Ensuite, on parle d'un acide fort et d'une base faible. Dans ce cas-là, donc là, vous voyez, c'est un sel d'acide fort et de base faible. Donc, l'acide fort, l'acide fort et la base faible, dans ce cas-là, ils vont réagir avec l'eau. Et donc, ça va donner du NH4+, avec du Cl-. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans ce cas d'acide fort et de base faible, on revient à un cas d'acide faible. Pourquoi? Parce que quand le NH4+ et le Cl, le sel, il réagit avec l'eau, il va en fait se dissocier. Et ça va donner du NH4+ et du Cl-.
sauf que le NH4+, c'est un acide faible. Donc en fait, l'acide fort, un sel d'acide fort et de base faible, ça revient à la même formule que l'acide faible. Ok ou pas? Oui. Ah, en gros, c'est en inverse, c'est la même chose, quoi. Ouais, mais en fait, moi, pour me rappeler, parce qu'en fait, si vous voyez cette formule-là, c'est la formule d'un acide faible qu'on a vu juste avant. Ok? Moi, pour me souvenir, c'est qu'en fait, voilà, il y a deux cas. Il y a acide fort, base faible et acide faible, base forte. Ce que je faisais pour me souvenir, c'est que je voyais le mot où il y avait, enfin, je voyais l'acide ou la base où il y avait le mot fort et j'inversais. Je disais, s'il y a écrit acide fort, ça veut dire qu'en fait, c'est qui est mis en solution avec une base faible, c'est-à-dire qu'en fait, ça agit comme si c'était un acide faible. Et donc, en fait, c'était la même formule. Et là, dans ce cas-là, je voyais base forte avec un acide faible. Donc, c'était comme si c'était une base faible et c'est la même formule qu'une base faible. Ils veulent pas de vous ils vont pas vous dire pourquoi ça réagit comme ça, nanana. Le but, encore une fois, c'est de connaître ces formules. Vous allez les lire des milliers de fois. Et donc, en fait, voilà, moi, ma technique, c'était ça. Je voyais base forte, donc c'est l'inverse, ça fait une base faible. Là, acide fort, inverse, acide faible. C'est pas un truc pour comprendre, hein, parce que là, si vous essayez de comprendre ce qui se passe dans la tête, non. C'est juste un moyen mémotechnique pour vous dire que moi, je retenais ça comme ça et que c'était beaucoup plus simple quand je voyais un QCM. J'avais appris mes 4 formules de base, acide fort, acide faible, base forte, base faible. Et pour savoir quand c'était les formules pour les sels, et ben, du coup, je réfléchissais comme ça. Et si vous voyez, si vous avez noté, vous voyez bien que là, cette formule, c'est la même que l'acide faible. Et cette formule, c'est la même que la base faible. Ok ou pas? Ah oui, ok, ça c'est bon ça. Donc, notez bien ça. Quoi? De nous remontrer les formules base fort et base faible, s'il te plaît. Ouais. Tac. Base faible, c'est ça. Ouais. Et après, base fort, c'est ça. Ça merci. Donc, est-ce que vous avez compris ça? Oui. En soi, on voit ça, on pourrait penser que ça se complique un peu, mais en fait, c'est pas difficile. Parce que là, en fait, pareil que dans ce cas-là, ben, en fait, on a le sel d'acide faible et de base forte, donc CH3COONA qui réagit avec de l'eau. Et en fait, ils vont, ce sel, il va se séparer en deux. Il va redonner en fait ce qui le compose, donc la base faible et son acide conjugué. Enfin, et l'acide conjugué de NaOH en soi. Ok. Ok ou pas? Vous avez compris? Oui. Ouais. Voilà, donc vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que apprenez ces formules par cœur et c'est beaucoup plus simple. Oula. Ok, et il y a un dernier cas où cette fois-ci c'est acide faible et base faible, et donc ça c'est juste une formule en plus par contre. Là c'est vraiment la formule qui est en fait la plus logique, c'est qu'on va additionner le pK des deux et on va le diviser par deux pour en fait trouver la moyenne en gros et avoir le pH. D'accord. Ok? Et ça, encore une fois, c'est pas des calculs qu'on aura. Non, jamais. Enfin, moi, quand j'étais en PACES, il n'y a jamais eu ça. Et même, je ne l'ai jamais vu en passe quand je faisais des QCM ou quoi. Ça marche. Je vous fais confiance. Tu peux me tutoyer. Mais ouais, normalement, c'est bon. Ouais. Donc voilà, vous apprenez vraiment bien ces formules. Si c'est acide faible ou fort, base faible ou forte, les sels qui en fait se rapportent à un acide faible ou une base faible. Après, il y a sel, acide fort, base forte, pH est égal à 7, puisqu'en fait, ils ne vont pas réagir avec l'eau. Et acide faible, base faible, en gros, c'est la moyenne. En soi, vous dire c'est la moyenne, c'est pour que vous le compreniez, quoi. OK? Donc, pour tout le monde, vous avez noté toutes les formules. De toute façon, après, je vous donnerai une fiche, mais voilà. Ouais, moi j'ai tout noté. Ouais. Ok, top. On nous envoie quand même ce qu'on est en train de voir. Quoi? Tu pourras quand même envoyer ce qu'on est en train de voir. Ouais, bien sûr. Ok, donc on a bientôt fini.
maintenant, on va parler des réactions de neutralisation. Donc, les réactions de neutralisation, c'est quoi? En fait, comme l'acide et la base, ils sont conjugués, quand ils sont mis en commun dans une solution, ils vont se neutraliser, comme dans l'eau, en fait. L'eau, pourquoi elle est neutre? Parce que l'acide et la base, elles sont en même concentration. Du coup, ça donne de l'eau neutre. Elle est ni acide ni basique. Mais c'est pas comme ça pour tout le temps. Enfin, ça revient pas toujours à un pH neutre de 7. Les réactions de neutralisation, elles modifient le pH de la solution, du milieu dans lequel sont mis l'acide et la base, mais ça revient pas toujours à 7. Le but, c'est que, en fait, on va voir que le plus important, c'est ça. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est cette courbe. Donc, en fait, là, on a une courbe avec le pH. On voit le pH en fonction de la concentration de la base. Donc, ça, hydroxyde de sodium, c'est une base. Et on va regarder le pH de la solution de base, de l'acide de base, qui est du chlorure, de l'acide chlorhydrique, pardon. Donc, quand vous voyez ça comme ça, c'est compliqué. En soi, vraiment, encore une fois, il n'y a pas de QCM réellement qui tombe sur ça. Vous n'aurez jamais un graphique à devoir analyser ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour que vous compreniez. Donc, en fait, on voit ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir, c'est que pour un très faible ajout de base, le pH, il va beaucoup varier. Par exemple, là, regardez. On voit que quand il y a 0,009 mol par litre de base, le pH, il est à 3. OK. Et on voit que pour 0,012 mol par litre de base, le pH, il est à 12. Ça veut dire qu'entre 0,9 et 0,12, donc pour une variation de 0,003, le pH, il est passé de 3 à 12, ce qui est énorme. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a une courbe comme ça. Ça s'appelle une courbe sigmoïde, mais on s'en fout dans ça. Et vous le verrez après dans des autres matières. Ça s'appelle une courbe sigmoïde. Donc là, vous voyez, on ajoute un peu de NaOH, on ajoute un peu de NaOH, ça reste stable, ça reste stable, ça reste stable. D'un coup, ça monte. Et après, ça redevient stable à un moment donné. Et en fait, d'un coup, ça monte. Vous voyez que le pH, il est à 7 quand l'ajout de base, il est à 0,10, 0,0010. Là, vous voyez. Bon, il n'est pas noté, vous le lisez. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce point-là où ça va être neutre, ce point, il est dit point d'équivalence. Et en fait, de part et d'autre de ce point d'équivalence, le pH, il va énormément varier alors qu'on ajoute vraiment très peu de base, comme on a vu tout à l'heure, de 0,09 à 0,009 à 0,012, ça varie énormément, le pH. Alors qu'en soi, la concentration de base qu'on rajoute, elle est vraiment, varie pas beaucoup. Voilà, elle est vraiment minime, quoi. Donc ça, de la base, plus le pH, il augmente. Ouais. Mais c'est pas proportionnel. C'est pas comme si, voilà, on rajoute 0,1 de base, bah, le pH, il va aussi varier de 0,1. Là, c'est vraiment, entre guillemets, exponentiel. Bon, vous voyez bien que c'est pas une courbe exponentielle, mais dans le sens où vraiment, ça varie énormément. OK. Donc, en fait, ça va nous permettre de déterminer les solutions tampons. Et les solutions tampons, en fait, par exemple, dans le cas d'un acide faible et d'une base forte, on va vous donner un pKa. Bon, ça tombe jamais, hein, mais c'est pour vous expliquer. On vous donne le pKa. Donc là, il est à 4,75 d'une solution d'acide faible. Donc dans ce cas-là, l'acide acétique. Et on va neutraliser cette solution d'acide acétique en rajoutant petit à petit de la base. Dans ce cas-là, la base, c'est toujours de l'hydroxyde de sodium, NaOH. Et en fait, ce tableau, il est consigné en fait dans cette courbe. Donc pareil, dans cette fois-ci, on a une autre courbe sigmoïde. Mais vous voyez que voilà, la neutralisation, elle ne se fait pas toujours à 7. Dans ce cas-là, elle se fait à 8,9. Pourquoi ? Pour déterminer
à quel pH la neutralisation se fait, on va utiliser le pKa. Parce qu'en fait, le pKa, là, vous voyez, il est à 4,75. Et on dit que la demi-neutralisation, c'est au niveau du pKa. Donc, quand on voit, on sait que le pKa, il est à 4,75. Quand on voit là, on sait que pour 4,75, l'ajout de base, il est de 0,05. Et comme on sait ça, à partir de ça, on dit, bah, du coup, si on rajoute, donc comme ça, c'est la demi-neutralisation. Pour avoir la neutralisation globale, on ne va pas multiplier ça par 2, on va multiplier ça par 2. On va multiplier l'ajout de base par 2. Et on va regarder sur le graphique à combien le pH il est. Quand on multiplie par 2, la solution de base, enfin la concentration de base qui donne la demi-neutralisation. Ça a l'air compliqué, mais en vrai, ça l'est pas. Et en fait, on part de ça. On sait que c'est à 4,60. On a 4,75. Donc, on regarde le pKa. On dit, OK, on a demi-neutralisation quand pH est égal à pKa. Donc, dans ce cas-là, on regarde la base. Elle est à 0,05. OK. Maintenant, nous, on veut la neutralisation globale. Okay. Puisqu'en fait, pourquoi on veut cette globalisation, neutralisation c'est au moment où l'acide et la base, ils vont les deux se neutraliser. Il va avoir à peu près la même concentration, ça va pouvoir se neutraliser. Donc, du coup, on multiplie et on regarde 8,9. OK. En soi, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, en fait, dans cette neutralisation, ça va pouvoir déterminer l'effet tampon. Effet tampon, c'est un mot à connaître. Il tombe dans ce cours, mais surtout dans les autres cours, que ce soit dans ce quad, l'autre quad. L'effet tampon, c'est hyper important. Hyper important. L'effet tampon, ça va... Il se remarque quand le pH est égal au pKa. Donc, en réalité, à la demi-neutralisation. Donc, ici. Et en fait, c'est à ce moment-là, dans une courbe de neutralisation, qu'on va pouvoir avoir l'effet maximal de cet effet tampon. Et donc, l'effet maximal, ça, voilà, ça, c'est vraiment à connaître. Effet tampon, l'effet maximum quand pH est égal à pKa. OK? Vous connaissez. Et pourquoi, en fait, on va utiliser l'effet tampon? C'est pour maintenir la valeur du pH constante. Parce qu'en fait, parfois, dans des solutions, les réactions, par exemple, elles vont se faire que lorsque le pH il est compris entre tel et tel chiffre. Ou, par exemple, tout bête, ce qu'on connaît le plus, je ne sais pas si vous le savez, c'est que le pH du sang de l'homme, il est tamponné à 7,4. C'est-à-dire que pour qu'on soit dans des conditions physiologiques de notre corps, il faut que le pH il soit à 7,4. Et en fait, grâce à quoi il est maintenu à 7,4? Grâce à l'effet tampon. L'effet tampon de quoi? Du coup, des solutions tampons. Les solutions tampons, comme on a dit tout à l'heure, les sels d'acide, faibles, forts, quand ils se mélangent, ils ont des effets tampons. Et ça nous permet de maintenir la valeur du pH constant. Parce que notre pH dans le sang, il passe pas de 3 à 10. Sinon, le corps et notre organisme, il va pas fonctionner. Il faut vraiment que ça reste. Après, ça dépend. Il peut être à 7,4, 7,42, 38. Vous le verrez dans des autres cours. Ça dépend. Mais il faut vraiment qu'il soit entre deux valeurs très petites pour que ça soit physiologique, que notre corps fonctionne en fait de la bonne façon. Et le sang, il faut savoir qu'il est tamponné par deux systèmes les plus importants, H2CO3, qui est l'acide, et HCO3-, et l'autre, H2PO4- et HPO4-. H2PO4-, c'est l'acide phosphorique, et ça, c'est de l'acide carbonique. Donc ça, c'est vraiment les deux solutions tampons qu'il faut connaître dans le sang humain pour que le sang soit tamponné à 7,4. Voilà. Est-ce que vous avez compris tout ce qui est effet tampon et solution? Oui, ça oui. Vous pouvez juste réexpliquer ce qu'il y a dans le sang? Je n'ai pas trop compris. Mais non, ça, c'est dans un autre cours. Hein. C'était juste pour te faire comprendre que ça sert vraiment, quoi. C'est pas que de la physique ou de la chimie pour vous dire voilà et ça. C'est que ça existe vraiment en physiologie. Dans le sang, il est tamponné à un pH de 7,4
pour que tous les organismes qui sont à l'intérieur, pour que tout fonctionne en fait. D'accord. Pour que le sang il soit à 7,4. Vous avez compris? Oui, merci. Top. Bon, bah, on a fini. Est-ce que vous voulez faire j'ai 3 petits QCM. Si vous voulez, on les fait ou sinon je vous les envoie. Ouais, ce serait bien de les envoyer. C'est pas mal. Moi, je pense que c'est mieux qu'on les fait chez nous, on attend de relire le cours et tout. Parce que là. Ouais, c'est pour ça c'est ce que je me suis dit. Parce que, bon, en soi, voilà, c'est 3 QCM pour vous montrer vraiment ce qui tombe et qu'en soi, c'est vraiment pas compliqué. C'est toujours la même chose. Vous apprenez les. Regardez, je vais vous montrer juste la fiche que je vais vous envoyer. Comme ça, je vous explique comment elle fonctionne. Enfin, après, elle n'est pas hyper compliquée, mais c'est un tableau. Allez, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, Ah, ok. vous avez. Ça, c'est vraiment les formules qu'il faut apprendre. Donc là, pour l'acide faible, vous avez la formule, l'acide forte, formule. Donc ça, en fait, c'est comme un tableau à double entrée, là, ok? Et quand, en fait, on mélange base faible et acide faible, ça donne ça. Quand on mélange base faible et acide fort, ça donne ça. Donc ça revient d'ailleurs à la formule de l'acide faible. Ici. Okay. Et après, quand on mélange base forte avec acide faible, ça donne ça. Donc, ça revient à une base faible, d'ailleurs. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, base forte, on échange, ça fait base faible. Et voilà, c'est un tableau à double entrée, en gros. Et si vous connaissez toutes ces formules, bah, vous connaissez pratiquement tout le cours. Ouais. Donc, du coup, je vous envoie ça et je vous envoie le QCM. Et normalement, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, du coup, on a fini. Vous avez plus de questions? Avec plaisir. Bon, ben, bon courage et voilà. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci, bonne soirée.